Bonjour et bienvenue à toi dans ce nouveau cours de Common Law. Aujourd'hui, je te propose un cours sur la construction de la Common Law. Pour ce faire, je te propose le plan suivant. Nous verrons dans un premier temps la création du Common Law, puis l'organisation du Common Law et enfin les caractères distinctifs du Common Law. Tu es prêt? Alors c'est parti. Tout d'abord, la création du Common Law. La définition dans un premier temps. Le Common Law, c'est une tradition juridique qui est issue du droit anglais et qui a été transposée dans différents territoires que l'on appelle Commonwealth. Les pays du Commonwealth sont par exemple l'Angleterre, le Pays de Galles, l'Irlande, mais également les États-Unis, le Canada, l'Inde et l'Australie. Tu peux te dire que le Common Law, c'est le système juridique contraire de la tradition civiliste, comme la France par exemple. Il existe donc une tradition juridique aussi que l'on appelle mixte. Par exemple, au Québec, où le Common Law et la tradition civiliste synergent entre elles. Le Common Law est une tradition juridique dans laquelle le droit n'est pas délivré par un texte de loi, mais repose sur des principes qui sont non écrits. Quand on dit non écrit, c'est simplement que ça vient de la jurisprudence. Il n'y a pas un code civil en tant que tel, sur lequel les juges vont s'appuyer pour trancher un litige. Ce système juridique est aussi un droit commun. En effet, tous les juges vont appliquer le Common Law à leur manière en se conformant aux décisions ultérieures. Ici, c'est la règle du précédent. Tu peux noter également que le Common Law désigne une source de droit au sens des systèmes juridiques de Common Law. On peut donc trouver plusieurs sources de droits différentes en Common Law. On a le Common Law stricto sensus, qui donc est l'ensemble des décisions de justice, mais il y a également les solutions que les juges donneront aux litiges ultérieurs. C'est donc un droit qui n'est pas figé. À présent, l'évolution historique du Common Law. Tu peux noter que le droit romain classique était un droit de solution et non un droit de concept. Il était donc très proche de la tradition Common Law. D'autre part, les deux traditions juridiques, civiliste et Common Law, partagent aussi une méthodologie commune. Toutefois, tu peux noter qu'il y a un grand problème majeur dans la tradition prétorienne. En effet, l'accumulation des décisions de justice a entraîné des grandes contradictions au niveau des décisions, ce qui entraîne un problème de cohérence du droit en Common Law. En effet, en Common Law, la solution consiste à organiser les décisions de justice au sein de compilations thématiques afin de pouvoir retrouver facilement les solutions identiques rendues au préalable, que l'on appelle des digestes. D'autre part, les digestes avaient une fonction documentaire et aussi pédagogique. Cette technique est également employée donc dans les systèmes de Common Law pour conserver une archive des décisions de justice. Tu peux noter qu'au Xe siècle, l'évolution du droit romain a suivi un chemin totalement opposé à la pratique Common Law. En effet, il y a eu la codification justinienne. Ainsi, le code justinien est devenu la seule source du droit romain. La situation en Europe a été totalement bouleversée par la chute de l'Empire romain. En effet, il va donc s'instaurer un système de droit que l'on appelle coutumier, dont les solutions sont inspirées par les règles locales qui sont instaurées par les envahisseurs barbares. Le droit coutumier va toutefois être concurrencé en Europe par l'établissement des contrats féodaux. C'est un système de justice privé jusqu'à ce que les rois centralisent le territoire en aboutissant à la mise en place d'un système général. Au XIe siècle, tu peux noter qu'il y a deux traditions juridiques qui vont venir diverger par la redécouverte du corpus de droit romain. Cette redécouverte va donc susciter un très grand intérêt de la part notamment des universitaires de l'époque. En Angleterre, Guillaume le Conquérant va se proclamer roi en 1066 et va devenir alors le seigneur féodal de toute l'Angleterre. Il va donc être le premier à avoir unifié un État qui a survécu jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs
et est devenu le seul justicier sur tout le territoire de l'Angleterre. Le common law, tu peux noter, est né par la résistance à l'évolution du droit romain après la chute de l'Empire. À présent, regardons ensemble l'organisation du common law. Tu peux noter que Guillaume le Conquérant va apporter en Angleterre un système de droit coutumier, mais également la hiérarchie féodale. Le common law est donc profondément ancré dans toutes les institutions féodales. Tu peux noter que le roi va céder des terres à ses vassaux par le moyen de contrats féodaux, à charge de les défendre et de les administrer. Ainsi, chaque seigneur tient donc les terres d'un seigneur qui peut être soumis à un autre seigneur supérieur qui sera le propriétaire ultime de toutes les terres. Le système féodal repose donc totalement sur la technique contractuelle. Toutefois, ce système ne connaît donc pas de distinction entre le droit privé et le droit public, puisque le pouvoir d'administration découle du contrat privé. Tu peux noter que le système féodal a aussi un défaut. En effet, la justice est largement décentralisée et les seigneurs, haut placés, disposent d'un droit de justice pour toutes les infractions susceptibles de trouver la paix du seigneur, ce qui rend les litiges injustes. En effet, ce système de justice était beaucoup moins efficace quand les conflits s'envenimaient ou que les conflits avaient lieu entre vassals et seigneurs. On comprend bien que le vassal était dans une position défavorable. Ainsi, la règle établie pour ce dernier cas était que le seigneur hiérarchiquement supérieur aux deux autres parties était compétent pour trancher le litige et donc combler le défaut du système féodal. Tu peux noter que le roi Henri II a créé des actions consistoires contre les actions des seigneurs locaux. C'est la justice du roi. Cette solution était difficile à mettre en œuvre. En effet, il était difficile pour un simple citoyen d'atteindre le roi. Ainsi, le roi s'est entouré d'une cour, d'une part pour le conseiller, mais également pour l'aider à parcourir le territoire et d'assurer la justice devant son peuple. D'autre part, ce système a présenté de lourds inconvénients, notamment pour les sujets de droit qui devaient parfois attendre des années avant de profiter de la justice royale. Ainsi, tu peux noter qu'en 1215, le peuple anglais va obtenir grâce à la Magna Carta. C'est la création d'une cour permanente à Londres, dont la juridiction s'étend aux litiges ordinaires que l'on appelle aussi les Common Pleas. Il fallait aller donc jusqu'à Londres pour recevoir la justice royale. Ce système était quand même compliqué à mettre en place pour tout le monde. Mais toutefois, la cour du roi a survécu. King's Bench, qui tranchait les litiges, présentait une importance considérable. Tu peux noter que Pleas of the Crown, pour le royaume, en matière administrative et criminelle, était la cour compétente en ces matières. D'autre part, le génie du droit anglais était le fait qu'il pouvait imposer son pouvoir et donner des moyens au peuple permettant de prévenir des actions des seigneurs eux-mêmes nommés par le roi. Il y avait donc les systèmes féodaux et le système royal, qui permettaient un contre-pouvoir luttant contre les abus des seigneurs. Enfin, regardons ensemble les caractères distinctifs du common law. Tout d'abord, rule of law et état de droit. Qu'est-ce qu'un état de droit ? Eh bien, tout d'abord, un état de droit désigne un état dont l'ensemble des autorités politiques et administratives, centrales et locales, agit en se conformant effectivement aux règles de droit en vigueur et dans lequel tous les individus bénéficient également de libertés publiques et de garanties procédurales et juridictionnelles. En somme, les droits des citoyens sont donc hiérarchisés, notamment tu peux noter qu'en France, les libertés fondamentales sont aux articles 16 de la DDHC. C'est donc une logique positive dans laquelle les lois sont édictées par l'autorité publique et s'appliquent de manière générale et impersonnelle. Alors, qu'est-ce que rule of law ? Eh bien, la notion de rule of law peut se traduire par le règne du droit. C'est donc une expression très forte et même plus forte que la définition de état de droit dans les systèmes continentaux. Rule of law est donc une logique qui implique que le roi est légitime que
parce que le droit existe et lui permet d'être roi. Ainsi, ce système emporte sur le principe d'état de droit car il entraîne une égalité de tous devant la loi, sans considération de rang ou de statut social. C'est bien différent de la philosophie que nous avions, nous Français, sur notre roi à l'époque. Dans un état de common law, il y a un ministère qui peut être jugé comme n'importe quel citoyen et devant les mêmes tribunaux. D'autre part, la distinction entre droit public et droit privé n'existe pas. Tu peux noter que la conception de rule of law a commencé par la Magna Carta en 1215, alors que la France, c'est que en 1789 que nous avons posé la notion d'état de droit. Donc, les anglicistes étaient beaucoup plus en avance que nous. Le droit anglais repose donc sur l'idée par laquelle le système institutionnel et les droits et libertés individuelles existent grâce à la pratique judiciaire. L'institution anglaise est donc non écrite et se compose de différentes décisions en matière de liberté fondamentale. Tu peux noter enfin que la Constitution est le fruit de l'État de fait et s'est construite sur un long travail jurisprudentiel. À présent, regardons rule of law et règles de droit. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une règle de droit ? Eh bien, c'est une notion qui peut se définir comme une règle de conduite dans les rapports sociaux, générale, abstrait et obligatoire, dont la sanction est assurée par la puissance publique. Elle s'applique indifféremment à tous et ne vise aucune condition particulière. Elle est sanctionnée par l'autorité publique qui en assure le respect et la bonne application. Une fois la règle appliquée, le juriste l'applique au litige afin d'en trouver la solution par le biais d'un syllogisme. C'est donc une conception civiliste des pays continentaux. Toutefois, le système anglais pose sa logique juridique par le rule of law. En effet, le common law se compose de solutions judiciaires à des litiges. Les Anglais considèrent que le droit jaillit donc de situations de fait. Le juge peut donc trancher le litige en fonction de ce qui est juste, sans texte, sauf en matière pénale. Le droit non écrit signifie donc que le droit n'émane pas d'un législateur, mais bien du juge. Il n'existe donc pas de vide juridique, comme le juge peut décider de créer une règle qui lui paraîtrait juste pour trancher le litige. Le rule of law ne désigne donc pas une règle abstraite, mais bien la solution particulière rendue dans le cadre d'un litige. Elle est donc casuistique. Tu peux noter que les juges des pays de common law sont tout de même tenus à une solution de leurs confrères. C'est bien la règle du précédent. Ils ne sont pas libres de faire ce qu'il leur plaît. Évidemment, ils se doivent de maintenir la sécurité juridique. Toutefois, la difficulté dans l'application du common law est que le demandeur ne peut pas fonder sa requête sur une règle de droit abstraite, mais doit se pencher sur des cas antérieurs, similaires à sa prétention. Ce qui est beaucoup plus compliqué qu'en France où nous avons une règle de droit générale, impersonnelle, qui s'applique à tout le monde. Voilà, j'espère que ce petit cours en common law a su t'aider et a su notamment t'éclairer dans tes révisions. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner et à partager la vidéo. À bientôt!